Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le compte à rebours a commencé maintenant pour le lancement d'Ariane L03. Ici, nous nous trouvons dans la salle de contrôle proprement dite, une salle de contrôle qui est remplie de spectateurs et derrière, vous le voyez, il y a tous les techniciens. Au cours de ce magazine, nous verrons bien sûr une rétrospective sur la campagne. Nous verrons également la charge utile, c'est-à-dire les 3 satellites qu'emporte Ariane. Et également, nous verrons comment cette fusée très sophistiquée a pu être réalisée en Europe et ici en Guyane. Alors, tout de suite, je vous propose de rentrer dans le sein des saints, c'est-à-dire la salle de contrôle qui se trouve derrière moi. C'est dans cette salle que se trouve l'homme qui a la lourde responsabilité de lancer Ariane. Pour ce tir, c'est Serge Desbois qui est le responsable des opérations. À ses côtés se trouvent tous les chefs de service ou leurs adjoints, ainsi que les chefs de mission, chefs de projet et responsables de satellites. Au deuxième rang, il y a les conseillers avec le directeur des lanceurs, le directeur du CSG. Enfin, au troisième rang se trouvent les liaisons avec les stations aval, Cayenne, Natal et Ascension. Une grande carte du monde permet de savoir quand Ariane ou son composite est pris en charge par les stations de localisation. La chronologie commune commence 29 heures avant H0 pour la mise en place du gardiennage. Les plans en ergol commencent à H-25h55 et se terminent 9 heures plus tard. Ensuite, à -5h50, c'est le retrait-tour et à H-3h, c'est le remplissage du 3e étage avec de l'hydrogène et de l'oxygène liquide. Cette opération dure 1h45. Ariane est alors prête, il ne reste plus que des détails et à H-6 minutes, c'est la séquence synchronisée. H-10 secondes, le décompte, et H-4 secondes, c'est un automate, l'APL, qui prend en compte le départ. Les bras cryogéniques s'effacent. Lorsqu'ils sont totalement ouverts, les vannes s'ouvrent et la fusée décolle 3 secondes après. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu. Après une montée verticale de 23 secondes, la fusée prend son cap sur l'Atlantique. Le premier étage va brûler pendant 2 minutes 28. Après la séparation, le deuxième étage fonctionne pendant 2 minutes 14. Et le troisième étage prend le relais à H plus 4 minutes 58 et pendant 9 minutes 30. C'est lui qui mettra sur orbite les 3 satellites, mais il rentrera ensuite dans l'atmosphère après avoir largué sa charge à H plus 16 minutes 21. 20 secondes après, Météosat prend sa liberté. 40 secondes plus tard, c'est la 4 qui se sépare des pôles. Au pied même de la fusée, au pied de cette fusée, se trouve le centre de lancement où plusieurs techniciens sont enfermés depuis hier. Avec Hervé-Marie Plassard, nous allons voir ce qu'ils y font. Quatre heures 3/4 avant la mise à feu d'Ariane L03, la lourde porte blindée du centre de lancement se refermera sur cet abri bétonné et recouvert de terre. Il est destiné à protéger les personnels et équipements de contrôle pendant les opérations de préparation du lanceur, de remplissage des réservoirs et en finale du lancement. Ce véritable bunker, installé à seulement 200 mètres de la plateforme de tir, est conçu pour résister à l'explosion de la fusée au sol, à la chute d'éléments lourds en cas de destruction en l'air, enfin un système de conditionnement d'air met les personnels à l'abri des gaz toxiques. Nous sommes ici dans le CDL, le centre de lancement, placé sous la direction de Mathias Trottin, le chef des opérations de lancement. Mon rôle est un rôle technique de préparation, de conduite de la campagne et de préparation du lanceur, donc avec l'équipe que je dirige, qui est une équipe nombreuse, il faut le rappeler, on est plus de 150. Nous préparons le lanceur et nous garantissons le lanceur au moment du décollage. Donc un rôle technique. Quels sont vos moyens d'intervention en cas d'incident dans les moments qui précèdent immédiatement le lancement? Eh bien, nous sommes une centaine de personnes enfermées dans le PC au moment du lancement.
Et ces 100 personnes n'ont pas un travail au moment dans les dernières heures, dans les dernières minutes. Elles sont là, il y en a 25 qui travaillent. Les autres sont là pour couvrir toutes les qualifications nécessaires à une intervention qui pourrait se faire pour remédier à un défaut. On a donné cet exemple sur L01. C'est de ce centre de lancement que vont être dirigées et contrôlées toutes les opérations de préparation du lanceur jusqu'à l'allumage des moteurs et l'ouverture des crochets qui le retiennent au sol. Le feu vert, la décision technique de procéder ou non au lancement dépend du bon déroulement des opérations menées depuis ce centre. Pour les assister dans les différentes phases de mise en œuvre de l'engin, les hommes du CDL disposent d'un matériel technique de premier plan, essentiellement 2 calculateurs baptisés K1 et K2. Ces ordinateurs prennent en charge la fusée au cours des 5 minutes précédant la mise à feu. C'est ce que l'on appelle la séquence synchronisée. Le sort d'Ariane passe entre les mains de K1 et K2. La chronologie, autrement dit la succession des opérations préparatoires au tir, peut être interrompue pour raisons techniques. Le CDL est chargé d'y remédier tout en restant dans les limites de temps imposées par les créneaux de tir. Sur L03, on a un créneau de lancement de 3 heures. Le début du créneau se situe aux environs de 8h30 local et donc se termine à 11h30 local. Si on est sorti de ce créneau, on reporte le lancement au lendemain. Est-ce que le lancement de L03 représente une étape importante dans le programme Ariane? Bien sûr, vous savez que nous avions à faire 4 lancements de qualification. L01 a été un lancement réussi, L02 malheureusement pas réussi. Donc L03 derrière L02 a beaucoup d'importance car il faut le réussir, il y a un aspect psychologique, mais il y a aussi le fait qu'il faut réussir 2 lancements de qualification. Donc si L03 est réussi, on est sur une bonne étape. Dans quelques heures, Ariane va s'envoler avec à son bord des satellites qu'il a fallu monter pratiquement sur place. Il a fallu également monter la fusée, une campagne qui a duré 33 jours, comme pour L02. Nous allons en voir les différentes phases grâce à des images tournées par le service optique du Centre spatial guyanais. Au mois de mars 1981 sont arrivés à l'aéroport de Cayenne-Rochambeau tous les éléments du satellite expérimental indien Apple. C'est un Boeing 747 affrété spécialement qui a assuré le transport. Plusieurs tonnes de matériel sont déchargées avant d'être acheminées vers le bâtiment d'assemblage S1. La pluie, bien entendu, en cette saison était au rendez-vous. Le satellite était bien emballé dans ses caisses et n'a pas subi les agressions du temps humide et chaud de la Guyane. Quelques jours plus tard, un Boeing 747 spécial s'est posé de nuit sur l'aéroport de Rochambeau, un matin du mois d'avril, et là encore la pluie était au rendez-vous. C'est la pleine saison humide en Guyane. L'appareil avait décollé la veille de Nice, où il avait embarqué tous les éléments du satellite Météosat 2 et son matériel d'assemblage, le tout ayant été réuni par le consortium Cosmos et un premier assemblage à Cannes. Sous une pluie battante, on a donc déchargé les 62 tonnes de fret réparties sur 37 palettes. Il a fallu 8 semi-remorques pour transporter tout le matériel à Kourou. Le voyage a été délicat car les routes étaient en très mauvais état. Et en fin de matinée, le convoi arrivait au centre spatial guyanais de Kourou. Une équipe de chercheurs et de techniciens indiens est arrivée début avril et depuis, le drapeau de New Delhi flotte sur le centre spatial guyanais. Ils sont là pour préparer Apple, le satellite expérimental de télécommunications indien, un satellite conçu et réalisé par l'ISRO, l'organisation indienne de recherche spatiale, qui a décidé d'appeler son engin Apple, c'est-à-dire Ariane Passenger Payload Experiment, soit passager expérimental d'Ariane. En 2 mois, Apple a été monté et totalement vérifié.
La première grande opération de la campagne est l'érection du premier étage. Il contient 140 tonnes d'ergols, de l'hydrazine asymétrique et du peroxyde d'azote. Ces deux produits s'enflamment au contact l'un de l'autre. Le premier étage est un peu la pièce maîtresse d'Ariane. Il pèse à vide 13 tonnes d'œufs et mesure 18,40 mètres de hauteur. Ces 4 moteurs Viking 5 développent une poussée de 245 tonnes pendant 2 minutes et 26 secondes. Le deuxième étage est bien plus petit, il ne mesure que 11,6 mètres de haut et pèse 322 à vide. Il emporte 33 tonnes de comburant et de carburant, les mêmes que pour le premier étage. Son moteur est un Viking 4 dont la poussée est de 72 tonnes dans 2 minutes 16 de fonctionnement. Météosat 2 est le satellite principal d'Ariane. Le plus lourd, il est aussi celui qui aura une application quasi immédiate. Il va prendre la place de Météosat 1 actuellement en panne. Il a été conçu pour collecter des données météorologiques. Il a été assemblé et préparé en 2 mois au centre spatial de Kourou après des années d'études en Europe. Dans un bâtiment spécial, les Indiens de l'ISRO ont vérifié leur ABM, c'est-à-dire le moteur d'apogée de leur satellite d'Apple. Ce moteur est composé d'un gros bloc de poudre. Il faut voir s'il n'y a pas de fissure à l'intérieur avant d'introduire l'allumeur électrique. La capsule technologique, la 403, qui permet d'avoir de nombreux renseignements sur le phénomène acoustique et les phénomènes de pollution, sera située à la base du composite. Quant à Météosat, on met la dernière main à sa préparation. Tout a été vérifié. Le 12 mai 1981, on érigeait le 3e étage sur la fusée. Ce 3e étage pèse 1 tonne 157 à vide et mesure 9,08 mètres de haut pour un diamètre de 2,60 mètres. C'est le premier étage cryogénique réalisé en Europe. Ces réservoirs contiennent 8 tonnes 23 d'ergols, de l'hydrogène et de l'oxygène liquide. Ils sont revêtus d'une protection thermique et ils sont pressurisés en vol, respectivement à l'hydrogène gazeux et à l'hélium. Ces scaphandriers des temps modernes sont des ergoliers. Ils remplissent les réservoirs des petits moteurs de stabilisation des satellites. Ce sont ces petits moteurs qui permettent aux satellites de corriger leur position lorsqu'ils se trouvent en orbite géostationnaire. La tenue des ergoliers est nécessaire car l'hydrazine contenue dans les réservoirs est un produit hautement cancérigène. La sauvegarde surveille les opérations grâce à des appareils de télévision. C'est au sommet d'Ariane que se trouvent les 3 satellites Météosat 2, Apple et la 403. Ils sont donc au sommet de cette fusée qui, dans quelques instants, va les mettre sur orbite. Les satellites révolutionnent depuis une dizaine d'années la vie quotidienne des hommes. On ne peut plus s'en passer, bientôt on ne saura plus comment vivre sans eux. Communication, télévision, météo, navigation, recherche des ressources terrestres, expériences scientifiques, utilisation militaire les plus importantes. Pour les 4 premiers tirs d'Ariane, les lancements sont gratuits. C'est le programme APEX. Le programme APEX, qui est l'acronyme de Ariane Passenger Experiments, a consisté pour l'Agence spatiale européenne à faire profiter des satellites de la possibilité d'être lancés gratuitement en remplacement des LEST sur les 3 tirs de développement L02, L03 et L04. Alors rapidement, L02 qui s'est terminé le 23 mai de l'année dernière, on n'en parle plus, lancé Firewheel et Oscar. L03 va lancer 2 satellites, un satellite indien de télécommunications Apple et Météosat. Et L04 va lancer une expérience
d'un club amateur de Paris, TESE, qui sera intégré dans la CAT, plus le satellite de communication maritime MAREX. Les 3 satellites sont montés les uns sur les autres, prêts au lancement. Ils pèsent 1635 kg et lorsqu'ils seront mis en orbite définitive, Ariane aura accompli une grande première. Jamais aucune fusée n'a encore lancé 2 satellites géostationnaires. Ariane, eh bien, le fera. Avant d'en arriver là, il faut que le lancement se déroule normalement et que les séparations s'effectuent bien entendu nominalement, c'est-à-dire que la charge utile se détache de la fusée et ensuite que chaque satellite prenne son indépendance les uns après les autres. On va se séparer au niveau du 3e étage, c'est-à-dire au bas de la capsule Ariane technologique. Ensuite, on aurait 20 secondes plus tard, on va avoir une séparation au niveau de la virole conique de Météosat. Puis, 40 secondes plus tard, une séparation du satellite Apple de la capsule Ariane technologique. Beaucoup plus tard, c'est-à-dire de l'ordre de 1100 secondes, la virole conique sera éjectée du Météosat de façon à dégager la tuyère du moteur d'apogée. J'aurais voulu rajouter quand même quelques caractéristiques très particulières de ce composite. D'abord, il pèse 1635 kg, c'est le plus lourd actuellement. Il mesure, depuis le niveau de séparation jusqu'au sommet de l'antenne de Météosat, un petit peu plus de 6,50 m. C'est le plus grand qui a été identifié dans le programme, à part Intelsat qu'on lancera l'année prochaine. Et je crois qu'il faut se rappeler que lorsque le programme APEX a sélectionné 2 satellites, il a donc sélectionné Météosat et Apple. Météosat existait. On n'avait pas des doubles, il a donc fallu littéralement empiler 2 satellites l'un sur l'autre. Je dirais que Apple a cet aspect un peu particulier parce que tout ce qui est de la virole a simplement été mis à l'extérieur et entre autres les sphères hydratées. La capsule Ariane technologique a été développée dans le cadre du programme Ariane. Elle a été conçue et réalisée par la société italienne Aeritalia sous la direction du Centre spatial de Toulouse qui en assure actuellement la mise en œuvre. Elle se trouve tout à fait en bas du composite, juste au-dessus du lanceur, auquel elle est rattachée par une sangle qui assure la séparation au moment de l'injection sur orbite. On peut voir ici ce niveau, qui est ce que l'on appelle le niveau 0. Les buts de la capsule Ariane technologique, contrairement aux 2 charges utiles qui vous seront présentées après, elle a pratiquement terminé sa mission lorsqu'elle est injectée sur orbite. En effet, elle doit faire des mesures pendant le lancement, et ceci pour le compte du lanceur, qui doit assurer aux futures charges utiles une ambiance vibratoire compatible avec ce qui a été prévu. Du point de vue mécanique, la capsule Ariane technologique est constituée d'un cylindre de diamètre 1,20 m et de hauteur totale 80 cm, séparés en 2 parties. La partie du haut, qui a une hauteur de 30 cm, est en fait l'adaptateur du satellite Apple qui est situé au-dessus et comporte un système de séparation. On voit ici la sangle, les ressorts qui la retiennent et les poussoirs de séparation. Et il comporte aussi des lestes qui sont destinées à ajuster la masse du composite à la charge demandée par le lanceur. La capsule Ariane proprement dite, qui est la partie du dessous de hauteur 50 cm, comporte à l'intérieur un sur lequel sont fixés tous les équipements électriques et le câblage de la capsule. On peut voir aussi ici la tuyère du moteur dont on voit ici le bas, et on s'aperçoit que cette tuyère rentre profondément à l'intérieur de la capsule. Donc le but principal de la capsule étant de faire des mesures en vol, elle est principalement constituée d'une chaîne électrique composée d'un ensemble de chaînes de mesure, que ce soit des accélérations, des vibrations, des vitesses angulaires, des températures, des mesures de pollution et de flux thermique. Ces informations sont mises en forme avant d'être transmises à un codeur qui lui-même les envoie à un émetteur chargé de les retransmettre au sol pour leur exploitation. La capsule comporte aussi une balise radioélectrique destinée à assurer sa localisation et une détermination précise de l'orbite. Et enfin, elle emporte un séquenceur pyrotechnique qui délivrera au moment de l'injection les ordres permettant de séparer les 2 charges utiles supérieures. Je vais vous montrer maintenant le matériel réellement. On voit ici le système de séparation et de piégeage
du satellite Apple avec son adaptateur. En dessous, la capsule avec l'émetteur de télémesure destiné à transmettre au sol les informations grâce à ces aériens. On peut voir aussi ici 2 des 4 aériens destinés à assurer la localisation de la capsule. Ceci étant l'ombilical de la capsule. Le deuxième satellite sous la coiffe d'Ariane est un engin expérimental indien, satellite de télécommunication. Apple servira à qualifier les systèmes de vol, de télécommunication et les stations au sol. Ce satellite a été monté à Kourou par une équipe indienne d'une vingtaine de personnes sous la direction de M. Vasagam de l'ISRO. Apple is India's first geostationary satellite with experiments for telecom purposes, both carrying television and telephone communication experiments, and it stands for Ariane Passenger Payload Experiment. And it will be stationed at 102 degrees east over Indian Ocean, and we will be using it for Indian experiments. Now, can you speak about why India is building Apple? As you know, India is one of the largest countries in Asia, and it is in diversity and in population, culture, everything it is comparable to Europe. And it has 700 million population with about major languages and 800 minor languages. And people are dispersed all over the country. And we find the satellite system as a simplest means of unifying all this and giving immediate solution. You visited us. We were still in the preparation of the satellite for launch. This is now completed, and what you see here is a satellite in almost flight readiness condition. It's ready now to fly. It is. It is still covered by protective covers over batteries, but otherwise we're ready to go. No problem? No problems whatever. Everything is ready. Okay, and Meteosat is a program. Yes. ESA is the European Space Agency with 11 member states. Meteosat was built by as prime contractor and drawing on 7 different subcontractors from all but one of the member states. Meteosat 2 a été conçu pour assurer 3 missions principales, la prise d'images, la distribution de photographies et la collecte de données. Toutes les demi-heures, le satellite prend des images de la Terre sous forme, une image normale ou visible, une image en infrarouge et une troisième montrant les masses de vapeur d'eau. Dans ces données, on retire beaucoup d'informations sur la couverture nuageuse et notamment l'altitude des nuages et leur déplacement, les températures à la surface de la mer, la vitesse et la direction des vents. Toutes ces informations permettent aux météorologues de prévoir le temps avec beaucoup plus de précision et à plus long terme. Meteosat diffuse aussi des images de la couverture nuageuse. L'objectif est de fournir au plus grand nombre d'utilisateurs accès aux données météorologiques, soit par Meteosat, soit par des moyens extérieurs comme les plateformes ou le satellite GEUS. Meteosat 2 est un satellite qui sera mis sur orbite grâce à un ABM, c'est-à-dire un moteur d'apogée construit par la Société européenne de propulsion de Vernon. C'est la station de télémesure et de poursuite de satellites Diane à Kourou qui enverra la télécommande de mise à feu et qui mettra sur son orbite définitive à 35 800 km d'altitude, Meteosat 2, qui ensuite va dériver très lentement vers l'est pendant un mois en passant au-dessus de l'Amérique centrale et de l'Atlantique pour atteindre le méridien de Greenwich. Ainsi, le deuxième exemplaire du satellite météorologique sera alors opérationnel.
This is a pre-operational program. It's the second satellite of two. The first satellite was launched in 1977, but it's getting close to the end of its life, so now we're launching a new satellite. Meteosat 2 est attendu avec impatience car son grand frère, lancé en 1977, a cessé partiellement de fonctionner en décembre 1979. Dans quelques heures, le deuxième satellite météorologique européen devrait être sur orbite avec Apple. Le coût de ces satellites est pratiquement inchiffrable car ils font partie d'un ensemble de programmes, de même d'ailleurs que la fusée Ariane, mais on peut dire approximativement qu'une fusée Ariane coûte aux environs de 175 millions de francs, un coût qui sera vraisemblablement abaissé avec Ariane 3 qui emportera bien plus de charges. Pour construire Ariane, 11 pays européens se sont mis d'accord et ils ont travaillé dans le cadre de l'Agence spatiale européenne. L'Europe spatiale a conçu Ariane pour acquérir son indépendance dans le domaine des lancements. 11 pays participent à la construction de ce lanceur lourd. La France a une part prépondérante et c'est le CNES qui est le maître d'œuvre de la fusée européenne Ariane. Ariane, c'est la technologie moderne. Ariane, c'est de la technologie. On a toujours dit qu'Ariane avait une technologie classique. Je suis d'accord qu'elle est classique, mais il faut quand même se rendre compte qu'elle est assez exceptionnelle par rapport, disons, à l'industrie automobile ou l'électroménager. Et je voudrais citer quelques chiffres. Ariane, c'est 1 tonne par seconde d'ergol au décollage, c'est-à-dire qu'en 1 minute 40 secondes, elle consomme la quantité d'ergol que le Boeing 747 met sur le trajet Paris-Cayenne. C'est aussi 10 000 chevaux au niveau des turbines du premier étage. C'est 60 000 tours minute pour la turbine du 3e étage, hydrogène liquide. C'est 7 800 pièces dans un seul moteur Viking. Il y en a 5. C'est 10 km par seconde de vitesse maximale à l'injection en orbite. C'est 210 bars dans des réservoirs. C'est moins 250 degrés pour l'hydrogène liquide. C'est 26 000 mesures à la seconde qu'elle crache de données suivant dans sa trajectoire. Et du point de vue de son contrôle, c'est 0,2 degrés de précision dans le contrôle d'attitude. C'est 10 cm par seconde de précision sur la vitesse et c'est 400 mètres en position, ceci à 200 km d'altitude et à 4000 mètres de distance de son point de départ. Monsieur Heuser, Ariane, c'est également l'industrie. Oui, en effet, nous venons de voir que Ariane, c'était de la technologie. Pour faire cette technologie, il faut de l'industrie. Donc on a mis en place, en Europe notamment, toute une structure industrielle. Il faut savoir qu'Ariane, ça représente par lanceur 1 million d'heures de travail, que ça représente 1200 à 1400 personnes qui en permanence sont occupées tant dans les bureaux d'études que les ateliers de fabrication que les bancs d'essai, que ça représente cette industrie 11 pays membres qui participent donc au programme à travers plus de 50 firmes industrielles. Alors rapidement, si vous voulez, je peux vous donner un mot de la structure de cette organisation de programme. Donc en fait, nous avons l'agence spatiale qui représente les pays membres qui, eux, donc financent ce programme. Il y a délégation de l'agence spatiale au CNES pour la maîtrise d'œuvre, donc technique et financière du programme. Et le CNES a mis en place une structure industrielle que M. Lalande, adjoint au chef du programme Ariane, va vous exposer dans quelques instants. Monsieur Lalande, quelle est la structure industrielle d'Ariane? Bien, pour répondre aux problèmes qui nous étaient posés, le CNES a été amené à passer 6 contrats principaux avec l'industrie européenne. Un premier contrat a été passé avec la société aérospatiale au Muro, la division des systèmes balistiques et spatiaux. Ce contrat lui conférait la responsabilité d'architecte industriel. En gros, cela consistait à faire les études système du lanceur, les études de trajectoire, de performance, dimensionnement mécanique, dimensionnement dynamique, aérodynamique, etc. Ça lui conférait également la gestion de configuration du lanceur et d'autre part un certain nombre d'essais intégrés qui ont été effectués au Muro, en particulier des essais sur maquette pilotage, des essais maquette électrique et les essais d'intégration des lanceurs de développement.
En deuxième contrat, un autre contrat avec la SNIAS également. Oui, alors on a été amené à passer un deuxième contrat avec le centre industriel de la SNIAS qui se trouve également au Murau. Ce contrat lui donnait la responsabilité d'étagiste. À ce titre, la SNIAS était responsable de l'intégration des 3 étages de vol, de la coiffe et des structures interétages. La SNIAS a délégué elle-même par 2 sous-contrats principaux l'intégration du 2e étage à la société allemande Erno et l'intégration et la réalisation de la coiffe à la société suisse Contraves. Un 3e contrat a été passé à la société Air Liquide qui était responsable des structures cryotechniques du 3e étage et également de l'approvisionnement des ergols cryotechniques. Un 4e contrat a été passé avec la Société européenne de propulsion à Vernon, la SEP, qui est responsable de la propulsion des 3 étages et en particulier également de la fourniture de la baie de propulsion complète du 1er étage. Un 5e contrat a été passé à la société Matra qui fournissait la case à équipement du lanceur, qui est en fait le véritable cerveau du lanceur. Et enfin, un 6e contrat a été passé directement à une société belge, la société Edka, pour la fourniture des bandes de contrôle du lanceur. 2 bandes de contrôle ont été fournies, un au Murau pour les intégrations du lanceur et un 2e ici à Kourou pour les contrôles sur le pas de tir. Chacun des contractants, hormis Edka, a un représentant et une équipe technique au Centre spatial guyanais. Pour le lancement d'Ariane L03, ces industriels font le point de leur participation à l'élaboration et la construction de la fusée européenne. Le rôle de l'architecte industriel dans le programme Ariane peut être comparé au rôle de l'architecte dans le bâtiment. Comme un architecte, il spécifie, il définit, il coordonne l'ensemble des corps de métier et assure le suivi du déroulement de l'opération. Donc c'est vous qui avez fait les plans d'Ariane? Alors les plans de spécification du lanceur Ariane ont été faits par l'aérospatiale dans sa tâche d'architecte industriel. Et les spécifications techniques? Les spécifications techniques qui découlent des plans de spécification ont été également réalisées par l'architecte industriel. Et vous avez aussi délimité toutes les tâches? Alors, toutes les tâches ont été délimitées dans un programme aussi vaste qu'Ariane qui met en œuvre 50 industriels dans 10 pays en Europe. Il était important de délimiter la tâche de chaque industriel. Vous avez également effectué les essais d'ensemble? Alors, les essais d'ensemble ont été réalisés par l'architecte industriel qui voit l'ensemble du programme sur ses aspects système. Alors, les essais d'ensemble ont été réalisés au niveau du pilotage des 3 étages, au niveau de la maquette des 3 étages pour vérifier la compatibilité de l'ensemble des équipements. Également la SNIAS et l'étagiste. Oui, alors la SNIAS joue aussi l'étagiste et ce rôle a été confié au centre industriel de l'établissement des Mureaux et à ce titre, il est le maître d'œuvre de l'ensemble des 3 étages et de la coiffe. Mais vous ne faites pas tout? Alors, évidemment, on ne fait pas tout, puisqu'un certain nombre d'éléments sont sous-traités. Je pense aussi bien en France comme à l'étranger. Je pense principalement au 2e étage qui est entièrement sous-traité en Allemagne et qui est assemblé par Erno. Je pense aussi à la coiffe qui est faite en Suisse par l'établissement Contraves. Monsieur Klaus Kramer, Erno participe à la construction d'Ariane. Qu'est-ce qu'Erno? Bon, la société spatiale Erno à Brême, Allemagne, est plutôt connue comme maître d'œuvre de la laboratoire Space Lab, un laboratoire orbital, un programme coopération Europe-États-Unis aussi intéressant, aussi important comme la fusée Ariane. Pas plus intéressant qu'Ariane? Sur les secteurs des fusées classiques comme Ariane, nous travaillons depuis une vingtaine d'années. Alors justement, sur Ariane, que faites-vous? Bon, sur Ariane, Ariane est pour Erno le 2e projet important, alors nous sommes responsables pour le 2e étage. Et qu'est-ce que vous faites sur ce 2e étage alors? Il y en a 2 tâches importantes pour Erno qui représente les plus grands ordres hors de la France. Premièrement, c'est développement et réalisation de toutes les structures du 2e étage. Combien de temps de travail sur ce 2e étage? En principe, sur un étage de vol, on
travaille à peu près 3 mois. 3 mois à peu près, oui. Et est-ce que vous pouvez travailler sur plusieurs étages en même temps? Oui, on a une halle d'intégration qui permet de travailler en même temps sur 3 différents fusées. Monsieur Robert Beckel, quelles sont les activités de Contraves? Les activités Contraves principales sont des systèmes radars pour découvrir des avions plus tôt. Et ensuite, on fait des électroniques pour des engins blindés européens, par exemple Léopard. Et on fait des signes hydrauliques. Quel est le rôle de Contraves dans Ariane? C'est maître d'œuvre de la coiffe. Le rôle de la coiffe est de protéger la charge utile au sol et pendant la vol dans l'atmosphère. La séparation se fait au moyen de systèmes pyrotechniques développés et testés à Contraves au niveau sous-système et dans la chambre à vide à l'ESTEC pour la coiffe complète. Monsieur Le Flecq, quelles sont les fonctions dévolues à l'air liquide? Les fonctions dévolues à l'air liquide sont toutes deux d'un genre directement lié aux spécialités de l'air liquide. La construction des réservoirs cryogéniques du 3e étage et la production des fluides cryogéniques. Alors où sont fabriqués les réservoirs cryogéniques d'Ariane? Les réservoirs isolés équipés du 3e étage du lanceur Ariane sont fabriqués par l'air liquide à la division des techniques avancées à Sassenage dans l'Isère. Qu'est-ce que vous fournissez comme ergol et comme liquide? Liquide, département français des gaz, assure la fourniture des produits cryogéniques pour les besoins d'Ariane en métropole. Et enfin, je terminerai en soulignant la participation d'une entreprise guyanaise de Kourou, la Sogal, filiale à 100% de l'air liquide, fondée en 1969 et qui est capable de fournir, par l'intermédiaire de l'usine de production d'oxygène liquide qui appartient à l'ESA, jusqu'à 2 400 000 litres d'azote et d'oxygène liquide pour la mise en œuvre du lanceur Ariane. Outre cette production, la Sogal fournit aussi l'ensemble du département de la Guyane en gaz médicaux et industriels produits sur place. Monsieur Louis Faugien, vous représentez donc ici Matra. Matra, c'est une grosse société qui fait beaucoup de choses. Matra, c'est un groupe qui a des activités très diverses dans le domaine militaire, dans le domaine civil et dans le domaine spatial. Alors justement, dans le domaine spatial, vous fournissez beaucoup d'électronique sur Ariane. Alors, sur le programme Ariane, nous fournissons la case à équipement qui constitue, comme l'a dit M. Lalande tout à l'heure, le véritable cerveau du système. Alors, c'est un système qui regroupe les principaux organes électroniques. En tout, il y a 16 équipements électroniques et les batteries pour alimenter tout le lanceur en énergie. Et également, alors, vous fabriquez ce petit engin qui permet à la fusée de partir, l'automate phase de largage, l'APL. C'est ça, l'automate phase de largage qui est un dérivé du séquenceur de diamant qui est utilisé sur le banc de contrôle pour permettre le largage du lanceur en fonction des comptes rendus des calculateurs et des bras. Enfin, la case est quand même très importante sur le lanceur. Quel est son rôle? Alors la case a plusieurs rôles sur le lanceur. Elle a un rôle de traitement de l'information, de guidage et de pilotage du système. Elle permet d'envoyer les ordres séquentiels au système. De même qu'elle permet de faire les acquisitions de télémesures, la localisation du système et la sauvegarde en cas de dérive de la trajectoire. Et enfin, le rôle de servitude, c'est-à-dire alimenter les différents organes électroniques en énergie. Monsieur Hérard, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est la CEP? La CEP, c'est la Société Européenne de Propulsion. C'est une société relativement jeune puisqu'elle a été créée il y a environ 10 ans sur l'initiative du gouvernement français pour regrouper les activités d'études et de recherche dans le domaine de la propulsion. Alors quel est son rôle maintenant dans le programme Ariane? Dans le programme Ariane, elle a un rôle de définition, de mise au point et de fabrication et de fourniture des ensembles propulsifs, y compris donc les moteurs qui assurent la propulsion d'Ariane. Tous les moteurs? Tous les moteurs, c'est-à-dire les 4 moteurs du premier étage, le moteur du deuxième étage qui est en fait une réplique des moteurs du premier étage, mais conçu du point de vue de la tuyère pour fonctionner dans le vide, et le moteur cryotechnique du troisième étage. Alors c'est une place très importante dans le programme. Dans le programme, oui, et sur L03 encore plus importante, puisque le moteur qui est monté sur Météosat et qui permettra d'obtenir l'orbite géostationnaire est aussi un moteur SEP à poudre qui est le moteur MAGE. Les installations d'essai à Vernon vous ont permis de tester tous ces moteurs?
Alors les installations d'essai de Vernon permettent de qualifier, après la phase laboratoire et étude, les ensembles propulsifs dans des conditions qui se veulent aussi représentatives que possible du fonctionnement en vol. À ce titre, le banc d'essai du premier étage permet de tester le fonctionnement pendant la durée nominale de l'étage complet. En ce qui concerne le troisième étage, on simule sur des bancs spécifiques à ces essais le fonctionnement dans le vide. Et vous y arrivez? Et nous y arrivons très bien et nos essais sont très représentatifs. Alors votre participation au lancement maintenant en Guyane? La participation au lancement en Guyane est relativement importante puisque dans le programme Ariane, la SEP représente 48% du budget. Donc cette représentation est, si vous voulez, faite ici en proportion un peu de ce programme. Actuellement, le nombre de missions assurées dans le cadre d'une campagne de lancement est d'environ une soixantaine et se répartit à peu près en 4 groupes d'activités: une assistance pour la mise en œuvre et la préparation, une assistance pour la mise en œuvre opérationnelle, une participation à l'autorité de conception avec des conseillers techniques qui sont chargés de vérifier que les résultats acquis lors de la préparation en Guyane sont satisfaisants, et ensuite une activité de contrôle qualité sur les activités réalisées ici. Alors, vous pourriez nous parler un petit peu de la technologie? C'est une technologie très particulière, avec quelques chiffres quand même? Oui, alors la propulsion, c'est vraiment une technologie particulière et ça nous permettra peut-être d'enchaîner sur quelques explications sur ce qui s'est passé lors du tir de L02. Comme le disait M. Hauser tout à l'heure en citant des chiffres, 244 tonnes de poussée pour le premier étage, 1 tonne d'ergol à la seconde. C'est en fait l'équivalent de ce que produisent ou ce que produiraient 4 Concorde à pleine puissance au décollage. La vitesse d'éjection des gaz est de 2800 mètres secondes. La température des chambres de combustion atteint 1000 degrés en 1 minute et la puissance cinétique qui est délivrée par les moteurs du premier étage est l'équivalent de 4 des plus grandes centrales nucléaires françaises. Errard, qu'est-ce qui s'est passé pour L02? Pour le fonctionnement des moteurs Viking qui équipent le premier étage, il faut apporter un carburant et un comburant. Et comme le rappelait M. Hauser tout à l'heure, la consommation au niveau de chaque moteur est de 250 kg/s. Le fonctionnement du moteur est assuré par, du point de vue rendement, un certain volume d'ergol éjecté par la tuyère et qui brûle dans une chambre de combustion. Et il faut, pour obtenir une combustion parfaite, avoir un rapport de mélange entre le carburant et le comburant qui soit tel que la stabilité de combustion soit bien acquise. Alors sur L02, alors que nous avions fait 180 tirs de moteur à Vernon et où on pouvait penser à la suite de ces tirs avoir acquis des marges de fonctionnement suffisantes, on a mis en évidence sur le lancement L02 un déséquilibre dans cette combustion qui se traduit par une instabilité de combustion qui diverge et provoque des vibrations très très importantes et de niveau tel que le matériel environnant le moteur se trouve soumis à des contraintes telles qu'il n'est pas capable de survivre. Alors, ce problème a été résolu par une nouvelle série de tirs et d'expérimentations à Vernon. À la suite de ces expérimentations, nous avons opéré sur ces injecteurs en cause une modification qui se traduit essentiellement, voici une coupe de cet injecteur de moteur Viking, se traduit essentiellement par une augmentation des trous d'injection, l'ergol étant apporté ici, et l'augmentation de ces trous d'injection vont modifier le niveau de pulvérisation du carburant et du comburant à l'intérieur de la chambre de combustion, et la modification de ce niveau de pulvérisation est suffisant pour obtenir une marge de stabilité plus importante et donc des marges de fonctionnement beaucoup plus importantes.
Alors je terminerai par un chiffre. La pression foyer qui existera sur le tir L03 sera de 53 bars. Les essais effectués à Vernon en recette des injecteurs qui vont être tirés sur L03 ont été effectués à 57 bars et les petits frères des injecteurs montés sur L03 font actuellement l'objet de tirs à Vernon à des pressions d'utilisation de 61 bars. Donc ce qui montre que les modifications apportées permettent d'avoir une confiance relativement importante dans le bon fonctionnement d'L03. Monsieur Erard, on ne peut pas terminer sans parler du troisième étage. Oui, bien sûr, le troisième étage, c'est un petit peu l'enfant chéri de la propulsion, surtout sur Ariane. Il utilise des techniques très particulières qui sont celles de la cryotechnique et qui nécessitent du point de vue matériaux et du point de vue des équipements de ce moteur une technologie très très avancée puisque ces matériaux vont être soumis à des températures de moins 183 et moins 253 degrés, alors qu'ils ont été fabriqués, assemblés à la température ambiante. Donc ce sont des matériaux qui doivent absorber ces chocs thermiques et qui posent un certain nombre de problèmes à la mise en œuvre. Actuellement, le moteur du troisième étage a terminé sa qualification en configuration Ariane 1 à Vernon. Il a rempli sa mission avec succès lors du tir L01 et en ce qui concerne ce troisième étage, nous pensons que la phase technologique se terminera avec LO3 et LO4 dans de très bonnes conditions. Donc optimiste. Très optimiste.